Je m'appelle Moreau, j'ai enseigné à l'école supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et maintenant à celle de Lyon, qui est la même en un sens. Et j'ai dirigé longtemps une équipe du CNRS qui était une équipe interdisciplinaire mêlant philosophie, lettres et langue et histoire des idées. Alors, je suis spécialiste à la fois d'histoire de la philosophie et d'histoire des idées. Et dans les 30 dernières années, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que ces deux disciplines étaient autrefois très séparées. L'histoire rigoureuse de la philosophie était une histoire des systèmes philosophiques, où on s'intéressait par exemple à ce qui dans chaque philosophie était son architecture propre, sa façon particulière de construire ses concepts et ses modes de raisonnement. Et de l'autre côté, l'histoire des idées, souvent, n'était pas d'origine philosophique, avait été pratiquée par des historiens ou par des littéraires, et les historiens de la philosophie la considéraient en général très mal. Ils appelaient ça une doxographie, et ils la considéraient comme un registre d'opinion qui n'avait pas grand-chose à voir avec la rigueur de l'histoire de la philosophie. Alors, ce qui s'est passé dans ces 30 dernières années, c'est qu'au contraire, les deux ont convergé, c'est-à-dire que l'histoire des idées scientifiques, religieuses, politiques, littéraires, a cherché à se donner des moyens de construire, elle aussi, des concepts et des catégories qui mettaient les idées en relation avec les systèmes philosophiques. Et d'autre part, on s'est rendu compte que étudier l'architecture d'un système philosophique fermé, ça empêchait de comprendre à quoi il avait servi historiquement, comment il s'était constitué, sous quelle forme il s'était écrit, par exemple quel genre littéraire l'auteur avait utilisé, le dialogue, la méditation, le traité, etc., etc., ce qui n'est pas du tout étranger au contenu philosophique. Et donc, on a mis de plus en plus en place des liens entre histoire philosophique et histoire des idées, et cela s'est lié aussi au fait que les philosophes ont été de plus en plus attentifs à l'aspect philologique de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, ce n'est pas un système qui flotterait dans les airs, mais ce sont des contenus qui s'expriment dans des mots, dans des textes. Ces textes ont une histoire. Quand vous allez dans une librairie et que vous achetez un livre de Pascal ou d'Emmanuel Kant, en fait, vous n'achetez pas ce qu'il a écrit. Vous achetez un produit qui est passé par différentes phases, ne serait-ce que la traduction en ce qui concerne Kant, mais aussi le travail d'édition de fragments en ce qui concerne Pascal. C'est-à-dire qu'entre l'auteur et le lecteur, il y a toute une série d'autres personnages, d'autres pratiques qui interviennent, qui ont leurs normes, leurs règles, et ça n'est pas du tout indifférent quant au résultat. Par exemple, quand vous lisez un texte qui est divisé en paragraphes, spontanément, votre esprit s'attend à ce qu'il y ait une idée dans chaque paragraphe et que quand on va à la ligne, on parle d'autre chose. Imaginez que deux traducteurs différents traduisent le même texte en faisant varier les retours à la ligne, vous lirez deux textes différents. Eh bien, cette approche philologique a profondément transformé, je pense, l'histoire de la philosophie, et c'est pourquoi maintenant de plus en plus de philosophes se livrent à des travaux d'édition, de traduction, d'indexation. On ne comprend jamais aussi bien un texte ou un système de pensée que quand on l'affronte physiquement dans sa littéralité, en l'éditant ou en le traduisant. Ma motivation principale, c'était de quitter, au fond, l'histoire des opinions pour arriver à une histoire rigoureuse des concepts et des modes de pensée, des façons dont les gens, les philosophes, mais pas seulement les philosophes, raisonnent. En effet, le point commun entre les philosophes, les autres détenteurs, si j'ose dire, de la théorie, c'est-à-dire les scientifiques, mais aussi les écrivains, les artistes, les politiques. Et puis, à l'autre extrême, les gens, les lecteurs, ou les militants, ou les auditeurs ou les spectateurs, qui ne sont de profession ni philosophes, ni religieux, ni scientifiques, tous ces gens-là pensent.
ils pensent ou ils ont l'impression de penser. Soit ils répètent des choses, soit ils mélangent des choses différentes, soit ils héritent de choses qu'ils transforment. Tout cela se passe à différents niveaux avec différents contenus, mais en fait, cela met en place un certain nombre de logiques, c'est-à-dire de mécanismes qui fabriquent des pensées. Alors fabriquer des pensées, ça peut être se fabriquer une pensée propre ou fabriquer une version propre de la pensée d'autrui, peu importe. Ce qui m'intéressait au fond, c'était ça, c'était cette logique qui est à la base système de pensée. Alors c'est vrai quand on étudie Descartes ou Kant ou Marx, c'est vrai aussi quand on étudie, quand on regarde un pamphlet, un roman, un poème, qui eux aussi véhiculent de la pensée, et jamais de façon innocente ou naïve, mais bien plus souvent en transformant une matière première qui est une pensée héritée, ou des modes de dessin, de musique, ou des expériences scientifiques, et qui les transforme à travers un certain nombre de mécanismes, ce que j'appelle la logique de ces raisonnements. Alors je parlais tout à l'heure du côté philologique de la philosophie, mais ça peut s'étendre aussi aux autres domaines de la théorie. Il y a des bouleversements qui ont commencé depuis quelques décennies et qui vont continuer, et on ne peut pas prévoir quelle dimension ils vont prendre, mais c'est tout ce qui transforme les textes en objets de travail et de calcul grâce à l'informatique et Internet. Alors plutôt que de donner des explications, je vais prendre deux exemples. Il y a 30 ans, j'ai publié, traduit, annoté un livre de Spinoza qui s'appelle Le traité théologico-politique. Pour essayer de comprendre quelles étaient les sources de Spinoza, quelles étaient les frontières qu'il traçait avec ses adversaires, quelles étaient les idées nouvelles qu'il apportait, et pour cela il fallait évidemment connaître les idées anciennes auxquelles il s'opposait, j'ai passé un temps fou dans des bibliothèques et des archives pour lire d'autres ouvrages à la même époque ou des époques antérieures, et à chaque fois il fallait travailler, si j'ose dire, à la main. Par exemple, quand il utilise la notion de droit naturel, de droit de la nature, est-ce que c'est pareil les deux, de droit divin, de droit politique, de droit positif, eh bien l'intérêt c'est d'aller chercher dans d'autres textes contemporains pour savoir si les politiques de son temps ou les philosophes ou les théologiens parlaient eux aussi, et comment ils parlaient de droit naturel, de droit positif, de droit divin, comment ils organisaient ces choses entre elles. Ça impliquait de lire beaucoup de livres d'un bout à l'autre à la main jusqu'à ce qu'on tombe sur le concept. Ou, mieux encore, de dire chez tel auteur, tel concept est absent, et pour dire qu'il est absent, il fallait avoir tout lu, et savoir d'avance lequel il fallait chercher pour vérifier son absence. Les livres n'étaient pas toujours disponibles dans les bibliothèques que l'on fréquentait, il fallait parfois se déplacer à l'étranger pour trouver un exemplaire unique qui se trouvait dans la bibliothèque universitaire de telle ou telle ville, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, il y a eu Internet, il y a eu le traitement informatique des textes, et la plupart de ces ouvrages du XVIe et du XVIIe siècle se trouvent actuellement mis en ligne. Et non seulement ils sont mis en ligne, mais ils sont mis en ligne avec des outils de travail. C'est-à-dire qu'on peut chercher, quand on fait venir un texte sur son écran, où se trouve tel mot, combien de fois il apparaît, avec quel autre mot il apparaît. Donc on peut savoir si droit naturel apparaît souvent face à l'idée de droit divin ou rarement face à cette idée. Lorsque mes prédécesseurs disaient « telle notion est tout à fait nouvelle chez Spinoza, personne n'avait vu en lui », là, en 2 ou 3 clics, je peux dire « mais non, pardon, dans tout le siècle qui a précédé, il y a un certain nombre de gens qui l'ont utilisé. Ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'ils l'utilisent après eux d'ailleurs, c'est de savoir comment ils la modifient pour l'utiliser, mais il fallait déjà savoir comment ils l'utilisaient avant lui. » Et tout ça, j'ai pratiquement pu le faire à une ou deux exceptions près. L'année dernière, où j'ai publié un autre livre de Spinoza, l'éthique, j'ai pratiquement pu le faire en restant chez moi devant mon écran. Ça tombait bien, en période de pandémie, je n'aurais pas pu aller en bibliothèque. Mais il faut voir l'énorme changement que ça représente. Aller chercher pendant des années pour trouver un mot, ou bien l'avoir en 2 clics sur son écran, non seulement ça modifie la rapidité du travail, mais aussi ça modifie le type de questions que l'on peut poser. Parce qu'on peut aller beaucoup plus en détail et en profondeur dans un texte qu'on ne le faisait auparavant. Et là, je compte sur l'amélioration encore
sur des champs et dans des modèles encore ignorés actuellement d'Internet et de l'informatique, pour de ce qu'on appelle maintenant les humanités numériques, pour arriver à une interrogation encore plus systématique et encore plus fouillée des textes, des intertextes, des infratextes. Quand je parle d'infratexte, je veux dire par exemple que jamais personne n'écrit uniquement avec ses mots à lui. On écrit avec ce qu'on a appris dans sa culture, surtout à l'âge classique, on apprenait les textes par cœur. Quand Spinoza écrit, souvent, c'est 3 ou 4 mots qui viennent d'un poème de Virgile. Alors, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que ça permet de voir comment il l'utilise, comment il le transforme, ce qu'il en fait, et pourquoi il s'attend à ce que son lecteur le connaisse aussi, s'y reconnaisse. Comme nous, quand on fait une plaisanterie en faisant allusion à une émission de télévision, parce qu'on sait que celui à qui on parle l'a compris aussi. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel de ce qui va transformer notre travail en histoire de philosophie, en histoire des idées dans les décennies à venir. Ici, formellement ici, matériellement non. Matériellement j'étais à Fontenay, mais comme c'est le même endroit,